Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. Un épisode, comme vous le savez, selon notre schéma habituel où nous sommes en tête-à-tête, Greg et moi. Salut Greg. Salut Armano, comment vas-tu ? Ça va. Écoute, tu l'auras entendu, j'ai un peu cafouillé sur cette introduction, mais je suis tout excité de l'épisode que l'on va proposer aujourd'hui. C'est vrai ? Les tentatives de record t'inspirent. Les tentatives de record m'inspirent et puis, faut dire, quand on voit le panel des athlètes, tu dois quand même être fier qu'il y ait une de tes compatriotes dans le lot. Bah écoute, c'est vrai que, en tout cas chez les femmes, parce qu'on va parler de triathlon, les Suissesses... font parler d'elle quand même dans ce monde-là depuis quelques années. C'est vrai qu'on a en tout cas 2 représentantes suisses qui trustent les podiums en triathlon depuis quelques années. C'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, en parlant de Suissesse, j'ai vu que c'est encore une Suissesse qui gagne le seul et unique 70.3 qui a eu lieu en 2021, qui était le 12 mars dernier à Dubaï. Oui, alors c'est une des Suissesses dont je parlais tout à l'heure, Daniela Riff, qui depuis plusieurs années maintenant trust les podiums de moyenne et de longue distance, donc que ce soit sur half ou sur distance complète, à part l'année passée à Hawaï où elle a eu quelques petites difficultés sur les finales de championnat du monde. Sinon c'est vrai qu'elle est très très régulièrement sinon sur le podium, même sur la première marque. Et justement, est-ce que tu sais quel temps elle a réalisé ce 12 mars au 73 de Dubaï? Alors non, j'ai plus le temps exact en tête. Elle réalise un temps de 3 heures 56 minutes et 54 secondes. Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que Dubaï est quand même un des triathlons, un des 73 où les conditions sont quand même assez sympas. L'eau est chaude, donc il nage avec une petite combinaison. Le parcours vélo, c'est juste un boulevard sur un circuit auto avec un bitume juste le plus lisse possible. Et puis la course à pied, je crois que c'est au même endroit. Donc là, normalement, toutes les conditions sont réunies pour faire un joli temps, non ? Alors oui, effectivement. Maintenant, il faut le faire à la bonne période de l'année pour pas qu'il fasse 47 degrés. Et puis, je crois qu'il faut le faire aussi au bon moment de la journée. Ça part sauf erreur assez tôt là-bas parce que sinon, il peut y avoir un vent défavorable qui peut se lever. Mais je crois qu'il est vraiment organisé pour être, comme tu l'as dit, tenu dans d'excellentes conditions pour des performances optimales. C'est vrai que moins de 4 heures sur un half, c'est toujours vraiment remarquable comme temps. En tout cas, chez les femmes, c'est vrai que c'est des temps canons. On a vu aussi des hommes qui ont fait des temps canons sur ce triathlon. Après, c'est toujours un petit peu la petite guéguerre entre les organisateurs. Et si je coupe 150 mètres sur la natation, et si je coupe 800 mètres sur la course à pied, est-ce que j'arrive à faire tomber des records chez moi ? C'était des fois un petit peu les critiques sur certains parcours Ironman qui allaient de plus en plus vite. Et puis la petite guerre entre Ironman et Challenge avec à Roth des temps de parcours qui souvent sont des records sur la distance Ironman, mais avec toujours des petites discussions sur la distance de chacune des disciplines. 3h56, allez, on multiplie par 2, c'est bon, on est en dessous de 8 heures là, pour les femmes sur distance Ironman. Bon, pour avoir couru les 2 distances, c'est pas si facile que ça. De simplement se dire je garde la même intensité mais je vais sur le double de la distance, et je pense que même pour des professionnels non. Ah bon, ça marche pas? Pourtant moi je fais le double de mon temps de semi sur marathon, ça marche pas pareil chez les pros. Écoute, chez les personnes qui ont qu'une seule allure et qui partent courir à leur allure et puis qui explosent au milieu du dimanche, et ça peut marcher. Je pense que chez les professionnels il va y avoir un petit problème quelque part. Évidemment, nos auditeurs l'auront certainement bien compris. On rigole un petit peu sur cette introduction, mais parce qu'aujourd'hui, on a décidé de parler de cette nouvelle tentative de record du monde en termes de temps sur la distance Ironman et pas sur une épreuve Ironman, puisque c'est le label Ironman appartient à une société privée, et là on va juste se baser sur la distance Ironman. Tiens Greg, est-ce que tu peux nous en dire plus de cette guéguerre entre les distances, les labels, et puis où est-ce qu'on en est des records actuellement, qui les détient et avec quel temps? Bon, alors pour commencer, on avait déjà parlé dans un épisode de la saison passée de l'histoire de l'Ironman, donc on va pas la refaire, mais bon, à Hawaï il y a eu justement ce premier triathlon de distance Ironman qui a été organisé, et puis les fameux organisateurs de cette course qui ont déposé la marque Ironman, le label, qui ont créé leur propre circuit, parce qu'aux États-Unis, quand tu as une idée, tu déposes et tu en fais un objet commercial. C'est comme ça. Et donc du coup, ils ont créé leur propre label. Et puis il y a les fédérations internationales, donc pour le sport, on va dire olympique, pour le sport
international, il y a l'ITU qui est venu et qui a créé ses propres distances. Et donc du coup, on a toujours cette confrontation entre la WTC, qui est un petit peu la fédération privée du label Ironman, donc la World Triathlon Corporation, et puis l'ITU, donc le International Triathlon Union, qui elle, eh bien, organise toutes les courses qui sont championnats nationaux et puis toutes les qualifications pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a un petit peu cette guéguerre entre les deux, et il y a eu jusqu'à il y a très peu de temps des guéguerres au niveau des règlements Ironman qui voulaient pas adopter stricto sensu les règlements ITU qui changeaient. Donc quand tu allais sur une course ITU de longue distance, tu n'avais pas les mêmes règles de température et de combinaison que sur les courses Ironman qui étaient très proches au niveau des distances. Enfin voilà, il y avait toujours une petite guéguerre. Je crois que depuis ça s'est un petit peu arrangé. La WTC, donc Ironman, a mis un petit peu d'eau dans son vin, si on peut dire un petit peu les choses comme ça, puisque ils ont accepté de rentrer dans l'Union mondiale antidopage. Ils ont accepté de reprendre quasiment l'intégralité des règlements ITU, même s'il y a 2-3 petites subtilités qui restent. C'est beaucoup moins important qu'avant. Et puis voilà, maintenant on a quand même une certaine homogénéité. Alors il y a toujours ces différences de distance qui restent, mais voilà, la distance Ironman, on le répète pour les personnes qui sont pas forcément au clair là-dessus, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon, alors que les longues distances ITU eh bien, ne respectent pas forcément tout à fait ces distances-là. Donc c'est la distance dont on va parler ce soir. On aime bien faire tomber des records ces temps, donc il y a une tentative pour faire tomber les records sur cette fameuse distance Ironman. T'as un peu éludé une partie de ma question, hein. Je te demandais, mon cher Greg, quels étaient les records actuels pour les hommes et pour les femmes sur la distance. Chez les hommes est détenu par Jan Frodeno. C'est 7h, un peu plus de 7h30, ça doit être entre 7h30 et 7h40, je sais plus exactement combien. Ah bah c'est ça, c'est entre 7h30 et 7h40, c'est 7h35 minutes et 39 secondes. Ouais, t'es une bible. Et maintenant, j'ai un doute parce que je sais que Daniel Arif avait battu le temps de Chrissy Wellington à Hawaï, mais je pense pas que ce soit le record du monde de la distance, parce que je pense que chez les femmes, il doit toujours être détenu par quelqu'un qui a fini à Roth. Parce que Roth, c'est vraiment là où il y avait les records, un petit peu comme le marathon de Berlin, hein, quand on parle de marathon, c'est souvent là-bas qu'il y a les records, et sauf erreur, il n'a pas été battu, et il doit toujours être détenu par Chrissy Wellington, je dirais à peu près en 8h25, quelque chose comme ça. Aïe, allez, recalé, Pip. Alors t'as raison, c'est tout à fait toujours Chrissy Wellington qui détient le record. Elle a fait la marque à Roth en 2011, et elle a une marque à 8h18 et 13 secondes. Ah, 2011. Donc ce record-là, il date quand même. Mais effectivement, date, c'est... Hein. Ouais. Donc 8h18, t'as dit. Hein. Pour Jan Frodeno, donc c'était à Roth aussi, c'était en 2017. Donc c'est déjà un peu plus près, mais ça fait quand même 4 ans. Voilà, le décor est planté. Donc ce soir, on a décidé de parler d'une nouvelle tentative de record. De la même manière que Kipchoge a tenté de passer sous les 2 heures sur le marathon, et il a réussi à la deuxième tentative, eh bien, une fondation sans but lucratif qui s'appelle la Phoenix Foundation a lancé la Phoenix Foundation Project pour essayer de battre ces fameux records, mais pas simplement les battre. Allez, ils veulent les pulvériser et surtout passer sous des barrières mythiques, à savoir 7 heures pour les hommes et 8 heures pour les femmes, d'où le nom du projet Sub 7 et Sub 8. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Greg, tout ça? Tu vois, tu disais le dernier record il date de 2017, ça fait 4 ans bientôt. Moi je te dirais en fait ça fait 3 ans, parce que si on prend l'année 2020 et puis qu'on l'enlève, hein, parce qu'elle a servi à rien, et ben ça fait que 3 ans, hein, si on veut bien. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Et puis surtout c'est pas vrai parce que Frodeno il a quand même un autre record. Il a aussi le record de l'Ironman virtuel sur 2020. Ouais. Je pense pas qu'il l'aurait fait dans les circonstances normales, mais il y a eu cette pandémie, et puis cette pandémie, elle a bloqué des sportifs professionnels chez eux. Elle les a privés de compétition, et c'est vrai qu'on a vu se multiplier ce genre de challenge, hein. Donc on a eu des exemples sur le triathlon, t'en as parlé, hein, Frodeno qui a fait un Ironman chez lui entre de la nage à contre-courant, du vélo d'appartement et puis du
tapis de course. On a vu des tentatives de records parce qu'il y avait plus de compétition de trail, par exemple, avec Xavier Thévenard qui a tenté le GR20. On a aussi un trailer suisse qui a tenté la traversée des Alpes et d'établir un record. Donc voilà, les athlètes avaient besoin de se confronter à quelque chose, et comme ils ne pouvaient plus se confronter aux autres, eh bien ils se sont confrontés au chrono, au temps, au mythe et à des records, et voilà, on tombe maintenant sur cette Fondation Phoenix qui, dans mes souvenirs, la Fondation Phoenix, c'était l'employeur de MacGyver. Je vois qu'on a les mêmes références. Alors, on parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, évidemment. Oui, il y a eu un reboot de cette série que j'ai moins accroché que pas 40 ans. que la série originale, mais j'ai été bercé par la série originale, donc voilà, je voulais juste relever cette anecdote. Mais voilà, il y a cette nouvelle tentative, et à mon avis, elle est dans l'air du temps. Donc Kipchoge avait tenté le sub 2 heures sur marathon avant la pandémie, donc je pense que voilà, il y a aussi un petit trend pour ça, pour essayer de faire tomber ces mythes. On a parlé des records, on a parlé de l'objectif, donc sub 7 pour les hommes. Le record actuel est à 7h35, donc on voit qu'il y a quand même du chemin à faire. Chez les femmes, passer sous les 8 heures, on est à 8h18 de record, ça semble plus facile pour les femmes, comme ça à première vue. C'est aussi ce que je pense. Je pense que ce sera plus facile pour les femmes d'atteindre en dessous de 8 heures que pour les hommes passer en dessous de 7. Et puis, il faut regarder aussi la réalité des choses. Passer sous 7 heures pour les hommes, ça veut quand même dire, ne serait-ce que sur le vélo, tenir 180 km, pas loin de 50 km/h de moyenne. En natation, ça veut dire sortir en moins de 40 minutes. Et en marathon, ça veut dire se faire un marathon avec ce qui reste, c'est-à-dire 2h20, quoi. Et ça, c'est sans compter les transitions. Donc, effectivement, il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Alors maintenant, par rapport à une course traditionnelle, il va y avoir des choses qui vont changer. Donc, on a parlé de plein de trucs. Donc, moi déjà je vois le parcours évidemment idéal. T'as parlé de Dubaï, un parcours très rapide. Je sais pas où va se tenir cette tentative, mais elle va pas se tenir sur un parcours de montagne avec de la natation de nuit dans un lac à 13 degrés. Donc on peut imaginer que le parcours sera ultra optimisé. On peut imaginer qu'il y aura juste la température qu'il faut pour avoir une combinaison, parce que ça aide quand même à nager plus vite. On peut imaginer que la transition va pas se faire dans une zone de transition. Il va falloir courir 300 mètres pour aller chercher son sac, puis 300 mètres pour aller chercher son vélo. Donc voilà, ça c'est les conditions de la vraie vie, même pour certains athlètes pros, sur certaines courses où il y a quand même des longues transitions. Là, ce sera probablement pas le cas. Et puis, on a vu la tentative de Kipchoge pour le marathon. Je pense que les personnes, les athlètes qui vont s'attaquer à ces records seront pas toutes seules. Effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas donné le nom des personnes qui se lançaient dans le record, mais peut-être juste avant ça, tu parlais des différences avec la vraie vie, avec un vrai Ironman. Je pense que, tu l'as dit, on sera dans des conditions de température idéales, on sera dans des conditions climatiques, je suppose, le plus idéal possible. À l'heure actuelle, en tout cas sur le site du record, on n'a pas d'informations sur où et quand la tentative de record sera lancée. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera en mars 2022. Voilà, on n'a pas plus de précisions que ça. Par contre, on a des précisions autres qui sont, les athlètes devront respecter les règles de l'ITU. Malgré tout, sur une distance Ironman, ce que je n'ai jamais vu nulle part, le drafting sera autorisé. Alors ça va déjà aider à faire tomber beaucoup de minutes. Pour les hommes, il faut avoir une moyenne de 50 km/h sur le vélo. Ok, c'est très, 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 très exigeant, surtout sur 180 km, mais quand on regarde un peloton du Tour de France, sur des épreuves très plates, les mecs, ils bourrinent et ils sont pas loin de cette allure-là. Donc là, le drafting sera autorisé. Sur la partie natation, dans les règles du record, il est bien précisé que les athlètes seront libres de porter le vêtement qu'ils souhaitent, soit un néoprène si les conditions de température de l'eau exigent un néoprène, soit une combinaison peau de requin ou tout autre type de tenue qu'ils pourront même développer en collaboration avec leurs partenaires d'ici le défi. Donc ça veut dire qu'on va très certainement les voir nager non pas en trifonction, en néoprène, mais vraiment avec de la peau de requin, enfin quelque chose de très optimisé pour pouvoir nager très vite. Tout à l'heure on parlait du drafting. Et pour moi, le point qui est à noter aussi, comme ça a été sur la deuxième tentative du record de Kipchoge,
ils seront libres d'avoir autant de pacers qu'ils veulent, de choisir eux-mêmes les pacers. Donc les pacers, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ce sont les meneurs d'allure. Et ces meneurs d'allure seront libres de rentrer et sortir à leur guise sur les parcours, que ce soit en natation, que ce soit en vélo ou que ce soit en course à pied. Donc tout ça, effectivement, ça veut dire que même si les records sont battus, on sera quand même pas dans les mêmes conditions que sur un véritable triathlon du commun des mortels, distance Ironman, label Ironman ou pas. Alors ça c'est sûr, hein, et voilà, il y aura toujours cette différence par rapport à la vraie vie, comme on le dit maintenant. Kipchoge a réussi son challenge avec toutes ces conditions idéales qu'il y avait autour de lui, mais pour autant, il n'est pas prêt encore de faire moins de 2 heures sur un marathon officiel, et donc c'est pas forcément parce que un de ces 4 athlètes ou une de ces athlètes arrive à le faire sur le challenge que ça va se faire dans des conditions réelles sur un triathlon, parce que comme tu l'as dit, il y a pas de drafting sur un triathlon, il y a des règlements plus stricts au niveau de la tenue pour la natation, et puis surtout quand tu cours sur le marathon ou quand tu es en natation et puis que tu fais du drafting en natation, ça c'est autorisé, mais les athlètes devant vont pas se mettre à l'allure à laquelle toi tu as envie, hein, tu dois t'adapter aux conditions qu'il y aura. Et très probablement, comme tu l'as dit, il y aura des relais qui vont se faire pour les meneurs d'allure, et donc on peut imaginer une boucle de cyclisme qui sera moins exposée au vent parce qu'on va tourner sur moins de kilomètres et donc dans des conditions idéales, et puis là il va y avoir un petit peu comme sur un circuit automobile, probablement un endroit où il y a des équipes qui vont se relayer, partir sur la piste et revenir, et puis aider les athlètes à progresser. Donc ouais, tout ça va faire une belle tentative scientifique et sportive, et puis un beau résultat d'apparat, mais pas de record officiel. Alors, il y a des éléments que je ne trouve pas sur le site, pourtant j'ai cru les voir sur quelques articles de journaux par-ci par-là. C'est que, a priori, attaché à cette tentative de record, il y aurait effectivement de la recherche scientifique, notamment sur l'entraînement. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as vu des choses à ce sujet-là? Alors, moi, j'ai entendu des choses comme tu le dis par rapport à l'encadrement des athlètes. Je pense, tu l'as brièvement évoqué, le partenariat avec les équipementiers va permettre de tester des prototypes, que ce soit en termes de vélo, que ce soit en termes de chaussures de course à pied, que ce soit en termes de tenue de natation et plein d'autres technologies, parce qu'il n'y a pas de règlement spécifique par rapport à ça. Peut-être que des athlètes auront de nouveau des chaussures à 8 lames de carbone, des vélos qui ont une géométrie complètement hors règlement UCI ou autre. Donc ça, c'est pas impossible. Ah non, ça par contre, je crois que c'est la seule chose qui est bien indiquée dans le règlement, c'est qu'ils doivent utiliser un vélo qui est valide selon les règles de l'UCI. Alors c'est plus strict que l'ITU. Mais je crois que c'est la seule chose où j'ai trouvé une relation avec la vraie vie de l'Ironman, hein, en dehors des distances. Hein. Alors bon, ça serait surprenant, mais effectivement, pourquoi pas. Non, mais moi, en fait, plus que la recherche scientifique, etc., c'est quand on me dit l'approche. Bon, bah voilà, il y a des noms. Je veux dire, Chrissy Wellington qui détient actuellement le record chez les femmes, ou Jan Frodeno qui détient le record chez les hommes. C'est vraiment des athlètes qui ont des références incroyables sur la distance Ironman. Et on n'a pas encore parlé des athlètes qui vont se confronter à ce sub 7 ou ce sub 8. C'est des athlètes qui pour moi ont beaucoup moins à une exception près. Hein. Sur les 4, il y en a 3 qui ont quasiment aucun palmarès, aucun historique sur la distance complète Ironman. Effectivement, ouais. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces 4 concurrents, ces 4 prétendants au record? Donc on l'a dit, 2 hommes, 2 femmes. Oui, il y a des noms qu'on connaît beaucoup de Jeux Olympiques et de distances plus courtes, puisqu'on a des champions olympiques de triathlon sur la distance classique, à savoir chez les femmes Nicolas Spirig et puis chez les hommes Alistair Brownlee. Donc ça c'est 2 athlètes qu'on connaît très bien et qui ont un palmarès incroyable, mais sur des distances plus courtes. C'est des athlètes qu'on a vu aussi commencer à venir titiller les meilleurs sur les distances half, donc sur les distances 70.3, mais qui ont pour l'instant peu ou pas de grosses références sur Ironman.
En tout cas, Nicolas Spirig, moi j'ai suivi un petit peu sa transition de la distance classique à la distance plus longue, donc le half et l'Ironman. Pour moi, elle a un seul Ironman à son palmarès, c'est celui de Cozumel au Mexique, et elle a un temps qui est au-delà de 9 heures. Ouais, bah écoute, ça va être un gros challenge pour elle, hein. Et puis, dans les deux autres, on a parlé de deux, donc d'un homme et d'une femme. Les deux autres, on a actuellement le détenteur du record du monde de la distance half chez les hommes, Christian Blumenfeld, qui est pas vraiment un nom sur la distance Ironman non plus. Enfin, j'ai pas trouvé de référence vraiment costaud de sa part sur Ironman, la distance complète. Par contre, la deuxième femme, elle, a déjà un nom qui résonne un petit peu plus sur la distance complète, c'est Lucy Charles Barclay, l'anglaise, qui, elle, a vraiment déjà un palmarès sur la distance complète. Je mettrais plus une pièce sur elle, a priori, que sur les trois autres dans cette tentative. Ouais, bah, sachant que elle et Nicolas Spirig, elles iront vers les 8 heures, là où les deux hommes essaieront d'aller vers les moins de 7 heures. Donc, il va falloir quand même mettre une pièce sur un homme et une pièce sur une femme. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué chez les hommes, parce qu'on l'a dit, ils sont le record actuel sur route est à 7h35. Donc, quand on fait le calcul en pourcentage, déjà, vu que le temps est plus court, donc gagner 1 minute, ça représente plus de pourcentage que sur 8 heures chez une femme, mathématiquement. Et puis, eux, ils doivent ramener 35 minutes sur 7 heures. Les femmes, le record actuel est à 8h18. Donc déjà, l'objectif est de 8 heures, donc il est déjà plus long. Donc on a déjà une marge un tout petit peu plus grande. Et puis, il y a que 18 minutes à ramener. Donc proportionnellement, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça se fasse chez les femmes. Honnêtement, je pense que ça va se faire chez les femmes, parce que dans les conditions dont on a parlé, aller gagner 18 minutes, pour moi, c'est pas insurmontable, c'est même largement possible. Chez les hommes, aller gratter 35 minutes sur la performance de Frodeno, qui est pas n'importe qui date maintenant de 3 ans, lors d'une course où tout a bien été, où vraiment il a vraiment massacré la course. Je vois plus difficilement le record tomber, quoi. Allez, pour reprendre la petite blague que je te faisais tout à l'heure, où je te disais qu'à Dubaï, la première femme, elle gagne en 3h58. Si on multiplie par 2, on est encore en dessous de 8 heures. Chez les hommes, à Dubaï, ça gagne en 3h33. Donc ok, on n'est pas sur ces deux prétendants-là au record. 3h33 x 2, on est déjà au-delà des 7 heures. Donc il va y avoir du taf. Et on l'a dit, on ne peut pas multiplier par 2 le temps sur un 73 pour avoir un temps sur Ironman, c'est pas possible. Non, en même temps, quand tu multiplies par 2 le temps d'une distance half avec une distance Ironman, tu multiplies aussi par 2 les temps de transition, par exemple, qui ont lieu quand même qu'une fois sur une distance complète. Mais après, effectivement, au niveau des intensités, on n'est pas du tout aux mêmes intensités. Et si tu vas demander à Danielle Arif si elle se sentait de faire le double de la distance à l'intensité auquel elle a couru à Dubaï, je suis pas certain qu'elle te réponde oui, facile le week-end prochain. Je pense que ce sera un beau record à suivre. Nous, quand est-ce qu'on y va, là, en dessous des 8 heures en dessous des 10 heures, quand est-ce qu'on y va, Greg? Alors, écoute, moi j'ai comme objectif en 2020, donc en 2021, de faire un half en moins de 5 heures. Donc tu vois un petit peu où je suis par rapport aux 7 heures de la distance complète, quoi. Écoute, je regardais justement mes derniers temps qui datent de 2009. Le dernier triathlon qui s'apparente un peu à 1,73. J'étais à 5h01, mais j'étais pas sur 1900 de natation, j'étais sur 3000 de natation, et j'étais pas sur 90 de vélo, j'étais sur 95. Donc voilà, j'étais moi aussi en dessous des 5 heures, mais sur 73, pas sur un full. Donc il va y avoir du taf pour nos 4 prétendants. Bon, ce sera intéressant de voir quel écho ça peut avoir aussi dans le monde du triathlon. Parce que c'est vrai que Kipchoge a fait beaucoup parler de lui avec sa tentative sur marathon, mais aussi parce que derrière il y avait Nike, il y avait d'autres partenaires commerciaux qui ont vraiment poussé. Il y avait le grand débat par rapport à ces chaussures révolutionnaires qui d'ailleurs ensuite ont fait l'objet d'une interdiction par World Athletics, donc par rapport à la Fédération internationale d'athlétisme, et le modèle que Kipchoge a utilisé pendant sa tentative est désormais interdit en compétition, puisque World Athletics a statué, il n'y a plus qu'une seule lame rigide à l'intérieur des chaussures qui est autorisée. Or, il y en avait 3 dans le prototype de Kipchoge. Donc c'est vrai que ça a fait grand bruit, ça a fait parler, alors non seulement au niveau de la performance, mais aussi au niveau du matériel, de la technologie,
Jusqu'où est-ce qu'on va accepter que de la technologie vienne aider à la performance? Il y avait déjà eu un grand débat avec la natation et puis les combinaisons qui ont depuis été interdites. Donc voilà, est-ce que ça va ramener ça dans le monde du triathlon ou pas forcément? Et puis est-ce que ça va relancer la discussion sur le drafting sur les distances longues? On sait que actuellement le monde du triathlon est assez attaché à cette performance de contre-la-montre individuelle sur les longues distances, mais combien de temps est-ce que ça va être possible encore, hein, quand on a 3000 athlètes au départ d'une course, d'avoir 12 mètres entre chaque athlète, c'est plus possible mathématiquement sur la route, c'est plus possible, sauf à faire partir les gens pendant 3 heures, mais après voilà, ça fait des courses qui durent tellement longtemps et puis les conditions qui peuvent tellement changer entre le premier qui est parti et le dernier que la course est plus non plus forcément très équitable. Donc voilà, est-ce que ça va relancer un débat à ce niveau-là peut-être? Je m'amusais justement pour l'épisode du podcast de Ohana. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'anime aussi un autre podcast qui est quotidien où on a parlé de ce triathlon de Dubaï et des temps qui ont été réalisés. Et je voyais que même chez Ironman, donc la fédération Ironman, enfin le label Ironman, l'année dernière à Dubaï, ils ont rencontré un bug technique, ce qui fait que les résultats sont splittés en deux. Parce qu'il y a des gens qui ont eu les temps complets et puis il y en a qui ont eu les splits, mais donc les résultats sont splittés en deux. Donc on n'est pas à l'abri que la technique fonctionne ou fonctionne pas sur une compétition. Tu l'as dit, hein, on peut pas envisager d'avoir 12 mètres d'écart entre chaque concurrent sur une épreuve où il y a 3000 personnes qui partent en même temps. Alors déjà, quand il y en a 1500, les appareils de mesure peuvent bugger, alors quand il y en a 3000, je te laisse imaginer, quoi. Va falloir faire 2 sessions, quoi, l'Ironman du printemps puis l'Ironman d'Hawaï de l'automne, par exemple. Je pense que actuellement Ironman se pose très très clairement la question, hein, de savoir s'il faut pas commencer à étaler les championnats du monde de Hawaï sur un week-end voire une semaine, hein. On sait que c'est des discussions qui sont en cours, de faire partir une partie des age groups le samedi et puis la course des élites plus une autre partie des age groups le dimanche, pour avoir la possibilité d'accueillir encore le même nombre d'athlètes, voire un peu plus, parce que chaque année il y a un peu plus de personnes qui participent et donc du coup voilà, il y a des problèmes logistiques, mathématiques qui rentrent en ligne de compte et il faut trouver des solutions. Ouais, et puis au-delà de ça, plus de concurrents, plus de jours de course, donc plus de pognon. Alors oui, mais en même temps c'est toujours le même problème. Je pense qu'à Hawaï, pour les championnats du monde, c'est négociable. Maintenant, quand tu fais l'Ironman de Nice ou que tu fais l'Ironman de Thun, maintenant en Suisse, avant c'était de Zurich, mais Zurich c'est devenu tellement impossible qu'ils ont déplacé à Thun, c'est de fermer une ville, ou en tout cas fermer une partie d'une ville pendant une journée au niveau des collectivités locales, au niveau des autorisations, au niveau de la sécurité, au niveau de tout ce que ça engendre. C'est déjà très compliqué de fermer une journée. J'aimerais pas être organisateur et puis aller à la table des négociations pour fermer un jour supplémentaire. Donc voilà, sur des courses comme ça, c'est juste pas possible. Et puis je pense que il va y avoir la problématique qui va se poser cette année à Nice, en 2021, puisque l'Ironman a déjà été repoussé de juin à septembre, et donc du coup le half et l'Ironman vont se tenir le même jour. Donc là, il va y avoir un sérieux challenge à relever pour les organisateurs. Ah, il va y avoir des embouteillages. Mon père habite du côté de Nice, je pense que j'irai pas le voir en septembre. Ouais, sauf à être participant à la course, je pense qu'il vaudra pas le coup d'être sur place à ce moment-là. Et puis surtout que déjà les hébergements sont passablement remplis quand il y a l'un ou l'autre de ces Ironman qui a lieu un week-end. Donc confronter les deux le même jour, forcément il va y avoir plus d'athlètes qui vont chercher un hébergement à ce moment-là, et ça va être la guerre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, pour revenir sur notre sujet du jour, c'est que pour le sub 7 et le sub 8 pour les femmes, je pense qu'en termes d'hébergement, on devrait être pas trop mal, parce que il y aura juste que 4 concurrents. Alors, on le redit, il y aura 4 concurrents, mais chaque concurrent est libre d'avoir autant de meneurs d'allure qu'il souhaite et d'avoir les meneurs d'allure qu'il souhaite. Alors, à mon avis, ça va se taper dessus dans les paddocks parce que t'en as un qui voudra Phelps et l'autre il voudra Phelps aussi, et puis ça va se jouer certainement à coup de pognon ou à coup de sympathie. Mais bon, en tout cas, il y aura quoi ? Il y aura une centaine de personnes qui cherchera un hébergement, donc ça devrait bien se passer.
devrait être gérable. Phelps, je suis pas sûr que je mettrais Phelps en premier. Hein. Je choisirais plutôt actuellement des athlètes qui sont plutôt des nageurs de 10 km en eau libre, par exemple, ou de 5 km en eau libre plutôt que de nageurs en bassin, parce que il faut quand même une certaine expérience de l'eau libre pour vraiment performer là-dedans. Mais effectivement, ils vont chercher des nageurs, et puis alors ensuite, ce sera très intéressant de voir sur le vélo qu'il y aura. Hein. Est-ce que il y aura des stars actuelles du contre-la-montre? Est-ce que Nicolas Spirig va aller demander à des Kung en Suisse, par exemple, de lui faire le tempo? Alors, est-ce que elle a le droit d'avoir des pacers hommes alors qu'elle est femme ou pas? Est-ce qu'elle aura éventuellement Daniel Arif qui lui fera le pacing, hein, vraiment en partenaire de luxe? Et puis après, en course à pied, en Suisse, on n'a pas énormément d'athlètes qui vont, même chez les femmes, hein, faire des marathons en moins de 2h40. Donc Ouais, mais effectivement, ça c'est un truc que j'ai pas vu dans les règles du défi, c'est qu'il n'est pas précisé si les meneurs d'allure doivent être du même sexe que les concurrents. Donc effectivement, peut-être que une Nicolas Spirig pourra aller chercher un pacer homme sur le vélo, peut-être que ils iront chercher notre cocorico Jeannie Longo, pour autant que elle remette la selle sur sa tige de selle. On sait pas, mais écoute, je pense que ça va être un sujet à suivre. On pourra se faire un petit update dans les mois à venir, parce que franchement, ça me titille. Oui, alors j'ai vu que toi c'était très enthousiaste par rapport à ça, et puis voilà, ça va être intéressant. On pourra, j'espère que à ce moment-là, quand aura lieu ce record, on pourra de nouveau voyager librement, et puis regarder ça ensemble depuis une terrasse quelque part. Alors au mois de mars, j'espère qu'il fera suffisamment chaud, et puis ouvrir les paris en temps réel pendant qu'on regardera le record s'accomplir. Allez, c'est clair, on prend déjà le rendez-vous, on se fera un enregistrement live pour commenter un petit peu ce défi. Bon, quand même, trêve de plaisanterie, la Fondation Phoenix, elle est suisse. Nicolas Spirig est suisse. Donc, il y a quand même à espérer que ça se passe en Suisse. Bon, après, mars en Suisse, il fait rarement des températures idéales pour ce genre de défi. Alors, disons peut-être que la température extérieure sera sympa, la température de l'eau un peu moins. Ouais, alors je ne sais pas exactement où ça va se tenir. En fait, je crois que c'est même pas encore forcément défini. Après, voilà, au mois de mars en Australie, il fait probablement... très très beau, donc je sais pas où ça aura lieu. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça va nager en mer, parce que on le sait, la densité de l'eau en mer est plus légère, donc ça permet d'aller plus vite que dans un lac d'eau douce. En mer morte, ce serait idéal. Ah, c'est vrai que concurrent pourrait avancer, j'ai pas dit nager, pourrait avancer plus vite encore que dans une étendue d'eau. Oui, enfin, plus l'eau elle est concentrée en sel, plus c'est facile de rester à la surface et de flotter. Et sauf erreur, la mer morte est la mer la plus concentrée en sel sur la planète, donc voilà, ce sera idéalement là. Après, je sais pas si autour il y a un parcours vélo idéal et puis un parcours de course à pied idéal. Ouais, puis je suis pas certain qu'une concentration de 100% en sel ce soit très bon pour la suite des épreuves. Après, si on se réfère au dernier épisode qu'on a publié avec Denis, où justement on disait qu'il fallait composter les pertes hydriques et les pertes en sodium, peut-être que la marmotte ça peut être une bonne solution. Ouais, mais on s'égare là. Tout à fait. Bon Greg, comment est-ce qu'on termine notre épisode? Tu crois qu'on en a dit assez pour ce fameux record du en dessous de 7 heures pour les hommes, en dessous de 8 heures pour les femmes, ou est-ce que tu veux ajouter une petite conclusion? Écoute, pour l'instant on en sait assez peu sur ce projet, donc voilà, on a discuté un petit peu du lancement de ce truc et puis de savoir un petit peu ce que nous on en pensait. Honnêtement, moi je mettais peu de chance sur le record de Kipchoge avant qu'il se lance pour sa deuxième tentative. Il a réussi, donc finalement je me dis que c'est pas impossible que les deux records, donc sub 7 et sub 8, soient battus en 2022 si le projet est bien mené, et puis surtout dans les conditions dans lesquelles ça va être lancé. Voilà, c'est tout pour l'instant. Après, si on a plus d'informations, si on a plus de détails, et puis qu'on voit un petit peu l'évolution de ce projet, peut-être qu'on pourra se faire une idée plus précise. On donne rendez-vous à nos auditrices et à nos auditeurs très prochainement quand on en saura un petit peu plus sur toute cette histoire, sur tout ce défi. Et puis, moi, je te dis, j'ai hâte qu'on se retrouve en mars 2022 pour pouvoir, si ce n'est commenter, au moins donner notre avis sur le résultat de ces records. Exactement. Le rendez-vous est pris. Super. Écoute, je te remercie encore, Greg, pour l'épisode d'aujourd'hui. Chères auditrices, chers auditeurs, la petite rengaine habituelle, n'oubliez pas d'aller déposer un avis sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Et
Et puis, il ne reste plus qu'à vous dire rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un invité cette fois-ci. Eh oui, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, ciao ciao. Ciao.